Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Il y avait des enfants qui étaient vraiment avec des pathologies en fauteuil roulant, qui peuvent écrire qu'avec la bouche, par exemple. On parle de cerebral palsy. Ils étaient en classe avec tout le monde. Il n'y a pas cette, on va dire, ségrégation. C'est normal d'avoir un ascenseur pour les fauteuils roulants à l'école. C'est pas un truc waouh. Non, c'est normal. C'est normal de s'adapter à tous les enfants. Je voyais pour la remise des prix, pour monter sur le podium, il y a une rampe. Le proviseur serre la main de l'enfant handicapé. Il va pas dire je vais le donner à tes parents. Non, on est à égalité. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça j'aime. J'aime bien cette philosophie. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je vous parle aujourd'hui depuis la côte nord-est américaine à Boston. Il y a quelques mois, une connaissance avec qui je travaille m'a dit « Il faut absolument que je te présente ma copine ». Elle est en Australie depuis une dizaine d'années et le système scolaire australien a littéralement sauvé son fils de l'échec scolaire. Forcément, ça m'a interpellée. On parle souvent du système d'éducation finlandais, suédois, norvégien comme le top du top au niveau mondial en termes d'épanouissement et d'apprentissage. Fort heureusement, ce ne sont pas les seuls. Cathy va nous expliquer pourquoi elle a décidé de s'installer en Australie pour ses enfants et comment elle est tombée littéralement dingue de l'éducation nationale locale. Avant de vous laisser découvrir son histoire, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez, ceinture, direction Sydney, Australia. Là, je suis au bord du lac de Narrabeen. On entend le bruit des pagaies, des canoës-kayaks. En effet, c'est un lac qui est à côté de chez moi, où on ne peut pas faire de bateau à moteur. Il y a plein de canards, des pélicans aussi. Dans le lac, il y a pas mal de poissons, donc les gens peuvent venir pêcher. Et c'est très tranquille. Moi, c'est Catherine. J'habite depuis 11 ans à Sydney, en Australie, et je venais de la région parisienne. J'ai habité à Paris et à Sèvres. Alors, on avait une vie confortable en France. Et si on a quitté la France, il y avait multiples raisons, pas qu'une seule. Entre autres, c'était pour l'avenir de nos enfants. On trouvait que l'avenir en France était un peu saturé, on va dire. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives. Par rapport aux débouchés, je trouvais que le système scolaire, c'était pas ça du tout, et que ça soit dans le primaire, comme plus tard, après le bac, je trouvais qu'il y avait un vrai dysfonctionnement. Je ne supportais plus la pression, et donc j'avais vraiment envie d'autre chose pour mes enfants. Une vie aussi peut-être un peu plus relaxe, qu'ils aient un peu plus de temps et qu'ils ne soient pas dans les bouquins 24 heures sur 24. Mes enfants avaient, quand on a quitté, mon fils avait 10 ans et ma fille 12 ans. Ils n'étaient pas tout petits. On a eu quand même du coup une assez bonne vue du système scolaire en maternelle, primaire et lycée pour ma fille. Collège, oui, pardon. Mais quels furent les éléments déclencheurs de cette envie, de ce besoin, de cette nécessité de changer de vie en famille ?
L'avenir qu'on voulait offrir à nos enfants et puis changer un peu de style de vie où, pareil, mon mari rentrait tard le soir du travail. Et bon, on n'avait que les week-ends à nous et les vacances. Et pareil, les vacances, fallait encore se taper les devoirs des enfants. Donc, on avait envie un autre style de vie où est priorisé un peu la famille et le temps qu'on passe ensemble plus que le reste. En fait, on était venus en Australie en voyage de noces. On avait passé 3 semaines et moi, j'avais eu un véritable coup de cœur pour Sydney. Et mon mari souhaitait une expérience un peu internationale. Et pour moi, il n'y avait que Sydney qui correspondait. Je veux dire, l'Angleterre, c'était proche de la France, donc c'était bien, mais le temps était pas terrible. Les États-Unis, je trouvais ça pas très secure, pas très sûr. Le Canada, j'adore, mais je trouvais que c'était un peu trop froid. Et voilà, donc, du coup, moi, comme pratiquement seule option, c'était l'Australie. Et donc, on est venu ici, on a tout lâché, on n'avait pas de travail. Maintenant, c'est un peu plus dur, mais déjà, il y a 11 ans, c'était pas facile. Ce qu'on a fait, c'est que on a demandé la permanent residency, la résidence permanente. On l'a fait depuis la France 1 an et demi avant de venir. Et puis, comme on trouvait que ça allait pas assez vite, alors qu'en fait, ça prend 2 ans pour se faire, on a décidé de venir sur place en se disant que ça accélérerait le mouvement. En fait, tout est plus facile quand on est sur place. Donc, on avait demandé la résidence permanente 1 an et demi avant. On est venu. Ici, on s'est auto-sponsorisé. Cathy m'explique qu'une agence australienne lui permet de s'auto-sponsoriser. Par auto-sponsorisation, comprenez autofinancement. À ce titre, l'agence lui prélève $6 000 chaque mois et lui en reverse 4 000 sous la forme de salaire. Cela lui permet d'initier les démarches d'immigration tout en étant sur place. En fait, ils sponsorisent que 10 candidats par an. C'est extrêmement limité. Et ils sont sélectionnés sur des critères bien précis par rapport au diplôme ou au travail que mon mari pouvait faire. Et en fait, ce visa sponsorisé nous a coûté très cher. On pensait pas que ça nous coûterait aussi cher en fait, parce que une fois sur place, il faut payer une location de maison. Et quand on n'est pas résident permanent, il faut aussi payer l'école. Sinon, l'école est gratuite, l'école publique est gratuite, parce qu'on entend souvent qu'il n'y a qu'en France où l'école publique est gratuite, mais non. Il n'y a que si on n'est pas résident permanent ou on n'est pas australien, on devait payer $4 000 par an par enfant. À ça s'ajoute en plus l'uniforme, les uniformes qui sont obligatoires. Mais bon, ça, je dirais que grosso modo... c'est un budget au départ, mais après, sur le long terme, si on prend des tailles de vêtements un peu plus grandes, on peut faire plusieurs années. Si les enfants grandissent pas trop vite, c'est pas mal. Et en fait, ça évite d'acheter des vêtements tout au long de l'année. Les vêtements, on va dire, civils sont juste pour le week-end et les vacances. Du coup, il y a une économie sur le fait d'acheter des uniformes. On avait fait des calculs en pensant que avec l'argent qu'on amenait, on pourrait vivre largement 1 an et au bout de 4 mois, il n'y avait plus grand-chose. Quand on a un visa sponsorisé, en fait, on a le droit de travailler. Donc mon mari a cherché du travail et en fait il a mis 4 mois avant de trouver un emploi ici. Ça a été bien parce que c'est ce qui nous a permis aussi de vraiment pouvoir rester sur place.
Effectivement, au bout de 6 mois, on a eu notre permanent residency, la résidence permanente d'accepter. Et ce qui est bien, c'est que comme ça a été au bout de 6 mois, on avait payé pour 1 an l'école des enfants, mais après, ils nous remboursent au prorata. C'est vrai qu'au départ, ça a été pas mal d'argent de débourser, mais après, on a eu des remboursements et aussi les droits. Parce que, par exemple, il y a une aide comme l'aide pour la rentrée scolaire. On y a eu le droit ensuite. Partout où on va, on entend le bruit des oiseaux. Là, je suis tout proche de la plage de Narrabeen, sur un petit promontoire qui est un espèce de petit sanctuaire. On entend les oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez aussi les cigales. Parfois, c'est insupportable le son des cigales, mais ça annonce que... Cathy et son mari ont pris la décision de quitter la France pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Ces derniers avaient déjà 10 et 12 ans à l'époque. Un âge où l'on a un avis, parfois tranché, où les amitiés peuvent être fondatrices d'un quotidien préadolescent. Alors comment intégrer ces enfants, ces ados, à un projet de nouvelle vie à l'étranger, qui plus est à l'autre bout du monde ? Juste avant de commencer le processus de la demande de résidence permanente, on voulait être sûr que l'Australie correspondait vraiment à ce qu'on en gardait en souvenir. Ça faisait 10 ans qu'on n'était pas revenu et on s'est dit ça a peut-être changé. Ce qu'on a vécu en voyage de noces était peut-être très idyllique et puis ça l'est peut-être pas. C'est peut-être pas ce qu'on va penser. Donc on est revenu 2 ans avant avec les enfants. On s'est pris un mois de vacances, chose qui n'était jamais arrivée, et on a refait toute l'Australie avec eux, pour leur montrer un peu le pays et voir si eux aussi étaient adhéraient. Ma fille a trouvé ça super. Mon fils n'avait pas forcément envie de bouger. Et puis en fait, une fois arrivé ici, ça s'est inversé. C'est mon fils, dès le premier jour d'école, il a dit c'est fantastique ici. Et ma fille, non, ouais, la France lui a manqué pendant pas mal de temps. Si Cathy sait ce qu'elle quitte, elle n'a jamais été scolarisée en Australie avant d'y mettre ses enfants. Alors comment se renseigner, s'assurer que ce que l'on recherche existe vraiment avant de faire le grand saut ? Il faut déjà dire que j'ai mis mes enfants en France dans des écoles bilingues dès la maternelle. Parce que pour moi, l'apprentissage de l'anglais était essentiel, parce qu'on voyageait beaucoup et que sans l'anglais, c'est difficile, parce que ma belle famille est divisée partout dans le monde et que c'est la langue par laquelle on communique, même avec leurs grands-parents, il y avait en anglais qu'ils pouvaient communiquer. Du coup, c'était pour moi vraiment essentiel qu'ils apprennent l'anglais et je trouve que apprendre une deuxième langue, dont l'anglais, c'est vraiment la langue qui permet d'aller n'importe où, de faire n'importe quel métier et de pas rester forcément à travailler en France, mais pouvoir s'expatrier facilement. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel qu'ils apprennent une deuxième langue et pour moi, c'était avant tout l'anglais plus que l'espagnol, par exemple, bien qu'ils auraient pu, mais tout ce qui est informatique se fait en anglais. Enfin, bon, pour moi, j'étais vraiment focalisée là-dessus. Donc en France, déjà, ils étaient dans un système scolaire bilingue. Quand ma fille est arrivée ici, elle n'a pas eu de problème parce que quand on arrive ici, il faut passer un test d'anglais pour voir leur niveau. Sinon, il faut aller dans une école spéciale qui les met à niveau. J'avais pas envie qu'elle aille dans ce genre d'école. Quand nos enfants sont en 6e,
Ici, ils sont encore en primaire. Ils commencent la high school à l'équivalent de la 5e. Donc, ma fille a commencé la high school directement, sans passer par cette école de langue de rattrapage. Et ça, j'en suis très contente. Pour mon fils, ça a été un autre problème. C'est que en France, pour lui, c'était l'enfer, l'école. Il était en école bilingue aussi ? Oui, mais après, on l'a retiré, on l'a mis en école publique parce qu'il était dyslexique. Enfin, il l'est toujours. Ça n'a pas changé. Et les exigences de l'école privée étaient trop hautes par rapport à ce qu'il pouvait fournir. Donc, son anglais, lui, même si je faisais venir un professeur particulier à la maison pour lui donner des cours, quand il arrivait ici, il savait dire poisson, chien, bonjour. Je m'étais dit ouh. Et puis en fait, les enfants s'adaptent très bien une fois qu'ils sont plongés dans le bain, quoi. Donc ça n'a pas été un problème. Et comme lui commençait en primaire, il n'y a pas ce système d'école intermédiaire de langue qui permet de rattraper le niveau. Tout est intégré à l'école pour les nouveaux arrivants. Toutes les écoles australiennes ont un programme spécial pour les immigrants qui arrivent et les enfants sont sortis de classe 1 à 2 heures par jour pour avoir un cours de langue en face à face avec un seul professeur, et tout se fait au sein de l'école. Donc ça, c'est formidable. Les enfants commencent à 9h, finissent à 3h, et en classe, c'est très vivant. Les enfants participent, se parlent entre eux. C'est pas une classe silencieuse. Si on veut aller aux toilettes, si un enfant veut aller aux toilettes, il sort, il va aux toilettes, il n'a pas besoin d'être accompagné. En France, il faut lever la main pour pouvoir parler, il faut demander l'autorisation de parler. Alors qu'ici, c'est libre. Ils sortent beaucoup, les enfants, de classe. Quand je dis ils sortent beaucoup, c'est-à-dire que les écoles sont grandes. Les écoles ont des grandes infrastructures avec des terrains de sport, avec des cours. Et du coup, ils ont souvent, par exemple en école primaire, des potagers. Donc il va y avoir des moments où les enfants vont aller faire du jardinage. Bon, je sais que ça se fait en France aussi, mais plus peut-être à la campagne qu'en ville. Et le professeur va sortir les enfants et va dire on va faire cours dans la cour, on va faire cours dehors. Donc ils s'assoient par terre, ça ils aiment bien s'asseoir par terre, et le professeur fait son cours dehors. Et ça, je trouve ça génial. Les enfants sont là avec les oiseaux, la nature. Ils sont pas enfermés dans une classe, et ils lisent chacun leur tour. Ils racontent des histoires. Il y a beaucoup plus de communication, ce qui fait que on dit toujours les anglo-saxons sont meilleurs pour parler en public. Mais parce qu'il y a cette culture dès le départ, quoi, que on prend la parole et il n'y a pas de... c'est pas mal vu, il n'y aura pas de critique, de pouvoir prendre la parole. Il y a beaucoup dès tout jeune, il y a beaucoup de travail fait en groupe. En primaire, il n'y a pas de devoir le week-end, et il n'y a pas de devoir pour les vacances. Mais même en fait, les devoirs pour les vacances sont réservés que les 3 dernières années avant le bac. À part certains parents qui veulent vraiment pousser leurs enfants, mais sinon il y a jamais de devoir de donner pendant les vacances, parce qu'ils considèrent que les vacances c'est fait pour se reposer. Donc ça, c'est des petites nuances. J'avais vu que, par les voyages et parce que j'ai des amis qui habitent au Canada, qui habitent en Angleterre, je savais que le système anglo-saxon était différent de celui de la France, et il nous correspondait mieux en termes de, on va dire, idéologie, philosophie. Alors, c'est plus basé sur la pratique
que sur la théorie. J'ai envie de dire c'est plus cool, mais c'est pas plus cool dans le sens où c'est plus laxiste. Hein. Non, on va jamais mettre un 0 à un enfant en lui disant t'es nul. Ça n'existe pas. On va jamais vraiment faire de reproches à l'enfant. Parce qu'il ne travaille pas ou parce qu'il a mal fait quelque chose. On va essayer de comprendre pourquoi il travaille pas, pourquoi il a mal fait, pourquoi il est faible en cette matière. Aussi, ici, ils vont pousser là où ils vont voir qu'un enfant est bon. Par exemple, il est bon en maths, ils vont le pousser à fond dans les maths. Contrairement à la France où on te dit « Ah bah t'es bon, bon alors il faut que tu te concentres sur ce qui ne va pas. » Ici, non, ce qui va pas, bah ça viendra peut-être plus tard. Ils partent du principe que comme les enfants ne grandissent pas de la même façon, il faut vraiment lui faire aimer l'école et lui faire aimer ce qu'il apprend en le poussant dans ce pourquoi il est bon déjà. Le reste suivra s'il se plaît à l'école, s'il aime l'école et le reste va suivre et on va essayer de le faire s'il est pas bon on va dire en langue, et ben on va essayer de faire qu'il augmente gentiment. Mais c'est pas une priorité. S'il est pas bon en langue et qu'il est bon en maths, on va se focaliser sur les maths. Donc très tôt, ils ont un système de classe plus où, par exemple, si vous êtes bon en maths, vous allez en maths extension. Si vous voulez faire de la littérature anglaise, bah vous irez dans des classes spécialisées. Si c'est l'histoire, ce sera pareil, des classes où il y aura beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'heures. Mais du coup, l'enfant se focalisera sur ce pourquoi il est bon et ce pourquoi il aime. Je trouvais que c'était intéressant comme approche où nous on a vraiment subi. Quand je dis nous, c'est pas seulement mon fils, mais c'est aussi les parents parce que si un enfant est distrait en classe, s'il n'écoute pas, s'il a des difficultés, en France, c'est forcément de la faute des parents. Et donc on dit aux parents votre enfant est ceci, votre enfant est cela, c'est toujours des jugements. Honnêtement, moi, j'en pouvais plus de supporter ce poids, cette pression que l'école nous imposait. Oui, votre fils a pas fait ses devoirs, donc c'était notre responsabilité. Il fallait absolument qu'il fasse ses devoirs, mais peut-être que autrement, une autre méthode était peut-être plus adéquate, hein, en fait. Et puis, quand un enfant est un peu différent des autres, qu'il a des difficultés scolaires, en France, on entend « mais moi, j'ai pas le temps de m'arrêter et de me focaliser sur votre fils. J'ai une classe de 30 à faire tourner. Il faut qu'il suive. Je peux pas accorder de temps. » Ici, ils accordent du temps. Ici, ils ont le temps. Ici, un enfant est un individu. C'est-à-dire que chaque enfant est différent. Donc, ils font un programme adapté à chaque enfant. Ça c'est formidable. C'est-à-dire que justement, mon fils qui avait des difficultés, la directrice de l'école, avec ce qu'on appellerait une psychologue, conseiller d'orientation, et nous, les parents, on s'est tous réunis et on a mis au point un plan pour la dyslexie. Les plans dont parle Cathy sont ce qu'on appelle un IEP ou IEP pour Individual Education Plan. C'est en fait un programme d'éducation individuelle personnalisé. Ceci se trouve dans le système d'éducation anglo-saxon. Ainsi, les systèmes scolaires australiens, canadiens et américains, pour n'en citer que quelques-uns, l'utilisent et on le retrouve aussi sous d'autres formes dans le monde. Pour l'élaborer, parents, psychologues, éducateurs spécialisés dans les domaines dans lesquels l'enfant a besoin de support, tels que langage, motricité ou encore sociabilisation, se retrouvent et travaillent ensemble. Le plan qui en résulte est donc personnalisé,
pour chaque enfant ou étudiant et servira de guide aux éducateurs pour accompagner l'enfant dans son apprentissage en proposant des services supplémentaires et ou en adaptant le programme général ainsi que les conditions d'apprentissage. Et du coup, par exemple, il écrivait que sur des feuilles bleues, parce qu'on sait que pour les dyslexiques, c'est plus facile. La couleur bleue est plus facile pour la lecture et l'écriture. Un plan incliné pour pouvoir écrire plus facilement. Un plan incliné sous ses pieds aussi pour avoir une meilleure stabilité. Et puis le sortir de classe de temps en temps pour avoir des cours de soutien adaptés et pas lui en demander trop en anglais. Ils avaient vu qu'il était bon en maths, donc ils ont appuyé là-dessus et que le langage mathématique est international, donc ça posait pas de souci. Mais vraiment, ça c'est quelque chose qu'on a adoré, c'est vraiment prendre notre enfant et se dire: ce n'est pas un numéro, ce n'est pas un élève au milieu d'une classe, c'est vraiment un individu. Ils lui ont demandé aussi s'il s'était fait des amis après une première semaine, de surtout pas séparer les amis, chose qu'en France on fait totalement le contraire. Si vous êtes trop amis avec quelqu'un et que vous bavardez avec lui, oh là là, on va le changer de classe, on va le changer de cours. C'est mal vu. Ici, c'est tout à fait le contraire. Vous avez des amis, il faut rester ensemble. On va tout faire pour que vous restiez ensemble et que vous vous sentez bien. Et tous les jours, ils nous demandaient: est-ce que votre fils est content de venir à l'école? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il se sent bien? Donc vraiment, ils prennent le temps. Et les professeurs, s'il y a un élève qui a justement des petites difficultés ou autre, il n'hésite pas, il reste le soir à converser avec l'élève, à converser avec les parents, à lui donner un petit cours de soutien, à reprendre un peu le cours. Ils comptent pas leurs heures, c'est formidable. Bon, ils sont plus payés qu'en France aussi. Au moins 2 à 3 fois plus. Peut-être que ça aide aussi, mais je les sens ici beaucoup plus investis dans la réussite de chaque enfant. Quand on est arrivé ici, on a cherché une école bilingue, donc français-anglais. Il y a 2 écoles qui font ça à Sydney. Il y a une école qui s'appelle le lycée Condorcet, qui est française, sous le système français, avec le bac français, mais en Australie. Donc ils ont quand même pris certaines règles australiennes comme l'uniforme, mais ils apprennent vraiment ils suivent vraiment le cursus français. Ils essayent de suivre les vacances scolaires françaises aussi. Donc ils sont en décalé avec le reste de l'Australie. Et puis là où nous sommes allés, ça s'appelle Killarney Heights. C'est une école australienne publique, mais qui a un programme français intégré. Donc quand nous on est arrivés, il y avait 2 professeurs par classe, un français, un anglais. Donc c'est le professeur anglais qui fait le cours et le professeur français qui reprend la suite du cours en français. Maintenant, ça a un petit peu je sais que depuis, ça a un petit peu changé. C'est que les cours sont tout en anglais et il y a pour les francophones, il y a 1 ou 2 heures par jour où les cours sont en français, mais c'est en plus. Et puis ça fait, je sais plus, ça doit faire 2-3 ans que ce programme-là a été reconnu par l'État français. Est-ce que tu dirais justement que la prise en charge de la différence et de toutes les différences en fait est plus véritable peut-être en Australie par rapport à la France? Oui, complètement. Y avait des enfants qui étaient vraiment avec des pathologies en fauteuil roulant, qui peuvent écrire qu'avec la bouche par exemple, qui sont comme tétraplégiques ou je sais pas exactement ce qu'ils avaient comme pathologie. On parle de cerebral palsy. Ils étaient en classe avec tout le monde. Il n'y a pas cette, on va dire, ségrégation où, je veux dire, c'est normal d'avoir un ascenseur pour les fauteuils roulants à l'école.
C'est pas un truc waouh. Non, c'est normal de s'adapter à tous les enfants. Et même, je voyais pour la remise des prix, pour monter sur le podium, il y a une rampe, le proviseur serre la main de l'enfant handicapé, comme de l'enfant. On va pas dire je vais le donner à tes parents. Non, on est à égalité. Oui, il y en a qui ont plus de difficultés, mais c'est pas un problème. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça j'aime. J'aime bien cette philosophie. On est vendredi matin à la plage de Collaroy. Et comme vous pouvez voir, on croirait que nous sommes presque en week-end. Une fois l'immigration de la famille réglée et son fils sur les rails, comment est-ce que Cathy s'intègre elle-même dans sa nouvelle vie australienne ? Moi, je veux plus retourner en France, ça c'est clair. Non, on a vraiment trouvé notre équilibre ici. On est vraiment bien, on se sent vraiment bien en Australie. Je dirais le seul bémol personnel, c'est sur le plan de l'amitié. C'est difficile de se faire des amis australiens. On n'a pratiquement pas d'amis australiens. Et même ceux qu'on a, on se voit pas tant que ça. On s'entend bien, par exemple, avec nos voisins et tout, mais ça reste assez surfait. C'est-à-dire, c'est juste un peu une façade, on va pas aller plus loin. Et les gens vont pas aller plus loin. C'est vrai, du coup, on va dire qu'on est resté assez communautaire, puisque la plupart de nos amis sont français, mais pas forcément couple français. Bon, il y en a. En fait, ceux qui restent sont souvent des binationalités, c'est-à-dire la femme est française, le mari est australien, ou inversement. C'est dans ce sens-là qu'on a des amis australiens plus à travers leurs conjoints, parce que du coup ils ont une ouverture d'esprit aussi beaucoup plus grande que juste les Australiens qui restent très australiens, très entre eux. Ce n'est pas la première fois que j'entends cette réflexion de la part de Français à l'étranger et dans à peu près tous les pays du monde d'ailleurs. Alors je ne résiste pas à la tentation de demander à Cathy comment est-ce qu'elle explique ce phénomène en Australie. Alors déjà, comme ici la famille est vraiment le noyau central de tout, la famille est le noyau, le travail va tourner autour de la famille, mais va pas être la chose principale. Je veux dire... Ici, t'as ton anniversaire, tu viens pas travailler, hein. T'as autre chose à faire. Le jour de ton anniversaire, c'est quand même pas un jour où tu vas travailler. Donc, voilà, et puis on finit le travail à 5h, c'est pas 5h02, hein, c'est 5h. Hein. Et ça, c'est vrai dans les postes de direction comme dans les postes... c'est vrai pour tout le monde, quoi. Alors non, il y a des gens qui travaillent énormément, qui sont des acharnés du travail, mais en général, ceux qui ont une famille, des enfants, privilégient la vie familiale, la vie avec leurs enfants, les activités sportives, les activités avec les enfants. Finalement, Cathy et son mari semblent avoir gagné le pari qu'ils s'étaient fixé quelques années plus tôt. Un équilibre retrouvé, une priorité centrée sur la famille et un fils épanoui et pris en charge par un système éducatif bienveillant. Cathy me confie toutefois que sa fille aînée a eu plus de mal à lier des amitiés durables avec des élèves australiens et que le système scolaire français lui a énormément manqué. Elle a d'ailleurs depuis décidé de faire ses études post-bac en France. Quant à son fils, son parcours scolaire demeure une grande fierté pour Cathy. En France, on nous avait dit « Ah, votre fils, il est dyslexique, il a des problèmes de concentration, jamais il faudra lui faire apprendre une seconde langue vivante. Jamais. Oubliez l'anglais, c'est pas possible. » Et là, pour moi, ça a été pour nous tous, ça a été notre petite revanche que, en fait, peu importe les difficultés, peu importe,
ce que votre enfant peut traverser. C'est pas, apprendre une deuxième langue n'est pas du tout impossible. Passons aux questions rituelles. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser Cathy vous transporter dans la baie de Sydney en Australie. Là, je suis à Forestville, là où il y a les boutiques, qui est un petit centre piétonnier où il y a un supermarché, un petit supermarché. Il n'y a jamais de grand supermarché, il n'y a pas d'hypermarché en Australie. Il n'y a que des petits supermarchés, mais qui a l'avantage d'être ouvert jusqu'à minuit tous les jours. Des cafés, des banques, bref, c'est pas immense, c'est un petit centre, mais on a tout ce qu'il nous faut côté alimentaire. Là, on est en fin de journée. La plupart des boutiques sont fermées parce qu'elles ferment à 5 heures ou plus tard. Souvent, les boulangeries même ferment à 2 heures de l'après-midi. Ce qui est fort dommage d'ailleurs. Les enfants sortant à 3h30, la plupart du temps, on ne peut pas leur acheter un petit pain au chocolat après la sortie de l'école. Et voilà, mon petit centre piétonnier où les enfants jouent, font du roller, du vélo, les chiens aussi sont là, tranquilles. Et souvent le week-end il y a de la musique, des gens viennent jouer pour se faire un petit peu d'argent, pour animer la ville. Voilà. Il y a plusieurs Sydney. Il y a le Sydney de ce qu'on appelle le CBD, la City, là où il y a toutes les grandes tours, où ça fourmille, mais c'est plutôt le Sydney des affaires, du monde du travail. Et puis il y a les banlieues autour. Alors il y a les banlieues sud qui sont au bord de la mer, où là ça va être très cosmopolite, beaucoup d'Italiens, de Grecs, de Français, d'Européens essentiellement. Quand il pouvait y avoir des backpackers ou des jeunes qui venaient en working holiday, c'est-à-dire en une année où ils peuvent travailler et voyager en même temps, c'est un visa spécial. Ils étaient plutôt comme ça à loger dans le sud, donc c'est plutôt jeune et cosmopolite. Il y a les banlieues nord, ce qu'on appelle les Northern Beaches, où là on va dire c'est là où je vis, c'est plutôt des Australiens qui sont là depuis plusieurs générations, on va dire massivement blanches. Je suis désolée de signaler ça, mais c'est vraiment ce qui en ressort, hein. Même si y a un endroit qui s'appelle Chatswood où c'est vraiment très asiatique, hein. Donc c'est des vieilles familles qui se transmettent, qui restent là de génération en génération. Ils restent dans le même quartier, ils vont à la même école de leurs grands-parents, et ça reste très conservateur, hein. Mais voilà, c'est quand même très effectivement. Si on veut manger indien, il y a des quartiers entiers qui sont des quartiers indiens, où il y a des temples, où il y a les restaurants, il y a les boutiques, les supermarchés, les boutiques de vêtements. On dirait qu'ils sont tous regroupés à un endroit. Voilà, donc on va dire que c'est plutôt divisé comme ça. Après, la vie, elle est... Ouais, moi je trouve qu'elle est cool, quoi. Tous les week-ends, on a l'impression de partir en vacances, hein. Ça fait 11 ans que mon mari me répète ça tous les week-ends. Il me dit « Oh, on a l'impression d'être en vacances ». Et puis, c'est vrai qu'on n'est jamais très loin de la mer. Il y a des belles plages. Il n'y a pas que les plages connues par les touristes de Bondi et Manly. Il y a des petites plages un peu secrètes. Il y a beaucoup de végétation. Il y a beaucoup de parcs nationaux. Donc, on peut faire pas mal de kilomètres de randonnée.
Vraiment, là, moi, à 50 mètres de la maison, j'ai le parc national et je suis qu'à 20 minutes de la City. Donc, je suis pas très loin, je suis pas dans des banlieues très loin, mais donc on a la vie sauvage aussi à nos portes. Hein. Ça, c'est chouette. Et à 1 heure de Sydney, il y a ce qu'on appelle les Blue Mountains. Hein. Si on veut aller faire des balades en montagne, crapahuter un petit peu, voir quelques flocons de neige l'hiver, il y a les montagnes. Et plus loin, un petit peu plus loin, après Canberra, à 5 heures de route de Sydney, il y a les stations de ski, chose que peu de gens connaissent. Donc, c'est l'équivalent de Paris à aller dans les Vosges. Ça se fait assez facilement. Et pour ça, Sydney a une situation absolument idéale. Il fait jamais aussi... c'est pas le Queensland où il fait très très chaud, où c'est tropical et où on a des cyclones. Ils ont des cyclones régulièrement. Nous, on n'a pas ça. On a un temps qui est dit subtropical, donc quand même assez frais l'hiver, hein, même s'il n'y a jamais de gelée à Sydney, mais c'est quand même assez frais. Et puis ça peut aller très chaud l'été, mais jamais très longtemps. Hein. En général, il y a 1 semaine très chaude et puis après, c'est un temps qui est à peu près dans les 20-25 degrés à peu près tout le temps. Et sinon, la vie, bah oui, c'est moins beaucoup moins stressant qu'en France. Ça, c'est sûr que on prend plus le temps. Bon, les Australiens aussi sont plus... Quand ils sont plus relax, ça veut dire aussi, par exemple, sur la route, on roule pas si vite, on prend son temps, on rentre dans sa voiture. Donc, il faut aimer ça aussi. Hein. Il faut être patient parfois. Et puis l'autre truc, par contre, ils ont d'autre côté, je dirais par exemple pour l'administration. L'administration australienne est super effective. Il y a pas de temps d'attente comme on peut avoir en France. C'est un système qui fonctionne très bien. Quand quelqu'un vous dit « je vous rappelle dans 1 heure », il nous rappelle dans 1 heure hein, pour nous donner le renseignement. Pour ça marche très bien. Donc, les choses sont simplifiées. Des choses du quotidien qui pourraient prendre beaucoup de temps en France sont super simplifiées ici et ça fait un gain de temps qui est pas négligeable. Voici la plage de Narrabeen avec l'entrée du lac de Narrabeen. C'est un grand lac. Moi, j'ai l'impression que la nouvelle vie de Cathy est exactement ce qu'elle recherchait, et même mieux. Alors finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ferait différemment ? Tout de suite, je dis, j'aurais dû venir avant. Oui, je me dis, oh là là, on a perdu tellement de temps en France, on n'osait pas, Après, je regrette jamais parce que je me dis, si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, on l'a fait. L'important, c'est de faire les choses et pas de regretter ce qu'on a pu faire avant. On a eu des belles années en France aussi. Et puis l'autre chose, c'est un peu la famille aussi, qui est quand même loin. Et là, ça fait, avec le Covid, on le voit encore plus, on est vraiment coupé. Faut pas oublier qu'on est une île, donc on n'a vraiment aucun moyen de s'en échapper. Ça fait combien de temps que t'es pas rentrée là du coup ? Ça fait 3 ans. Ouais. Et visiblement, on n'est pas près de rentrer. Donc ça c'est le côté un peu pesant. Même si je suis pas famille à fond, quand même. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand on rentre en France, on a notre pays et en même temps, on n'a plus l'impression de vraiment appartenir à ce pays. Ça, c'est un petit côté qui, des fois, est bizarre. Une drôle de sensation d'être complètement déconnecté. Et en même temps, par exemple, quand je vais à Paris, je connais tous les quartiers de Paris, je connais tous les lieux. Donc, je me sens familière. Et en même temps, il y a une déconnexion. Je peux pas
il faut que je fasse attention à comment je m'habille. Il faut faire attention à pas porter mon téléphone dans ma poche arrière. Il faut que donc c'est des réflexes à remettre en route dès qu'on revient en France, et ça des fois c'est un peu perturbant, mais bon. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Catherine, qui se fait aussi appeler, donc vous l'aurez compris, Cathy en Australie, pour ce chouette moment de partage et cette découverte du milieu scolaire éducatif australien. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire du bruit. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, partagez cet épisode avec des personnes que ça pourrait intéresser, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, bref, passez le message. Bon, et du coup, où est-ce qu'on part la semaine prochaine ? On écoute ? Dans les pays anglophones en particulier, the sky is your limit, quoi. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et quand je suis arrivée en Angleterre ou même en Australie, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Est-ce que tu as pensé à faire ça ? Et tout d'un coup, je me disais mais waouh, ils pensent que je suis capable, quoi. Et il y a cette ouverture-là, quoi. En Angleterre, tu peux avoir une licence ou un master en histoire géo et te retrouver à travailler dans la finance. Il y a une flexibilité et donc une liberté que tu ne trouves pas ailleurs. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire en partant, quoi, tout simplement. L'ailleurs m'attirait, en fait, les langues différentes, les coutumes différentes, de voir des gens s'habiller différemment. Le fait de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour, je trouvais ça super passionnant, en fait, tout simplement. Quand je suis partie juste après mon bac, donc je crois 15 jours après que j'ai dit mes 18 ans, ça a été, oui, la liberté totale, parce qu'il y a quelque chose qui est lié avec la mentalité de là où on vit. Je pense qu'en France, du moins c'est mon point de vue personnel, j'ai eu à faire face plusieurs fois à des personnes qui me rappelaient ce que je ne pouvais pas faire, plutôt que de me rappeler ce qui était possible. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire.